Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, les interviews. Alors, mon invité de ce soir est un invité particulier, vous le verrez dans le ton de l'émission, en tout cas particulier pour moi. Alors, certains disent que la politique est une affaire de famille et d'autres disent que c'est un sacerdoce qui peut se transmettre du père à l'enfant. Je vous laisse libre de choisir la formule qui vous siera. Lui, en tout cas, je sais laquelle il choisira. Alors, c'est un député de la province, de l'ancienne province de l'Équateur, de la circonscription d'Inguendé particulièrement. Il fait partie du PDC, Parti démocrate chrétien, et c'est un député qui conçoit le début de son parcours politique, commencé en 2006, et qui l'emmène jusqu'à aujourd'hui comme un apprentissage qui prend fin désormais. Il se considère comme un vrai professionnel de la politique depuis un certain nombre de temps. En tout cas, je vais vous laisser maintenant le découvrir avec moi. Enfin, moi, je le connaissais quand même avant. Ce qu'il faut aussi retenir, et ce que je souligne, c'est que c'est la première fois qu'il s'exprime dans une télévision nationale. Et c'est vraiment un réel honneur pour moi de l'accueillir pour la première fois. Voilà, c'est un député qui a décidé de commencer à parler. Je vais le rejoindre. Olivier Ndundo, bonjour. Devrais-je dire honorable? Olivier Ndundo, bonjour. Bonjour JP, tu peux m'appeler Olivier, on se connaît depuis toujours. N'est-ce pas? Alors, directement il attaque. Ça va, hein, tu es à l'aise à la télé, hein, j'ai l'impression. Non, c'est ma première émission, mon premier reportage, et j'ai triché, j'ai pris l'un de mes meilleurs amis. Bon, on va commencer par le début. Olivier Ndundo, député national, n'est-ce pas? Depuis 5 ans? 6 ans? Non, 5 ans et demi. Peut-être 7 ans, peut-être 8 ans, peut-être 9 ans. Élection de 2006, mais puis le mois de février. D'accord. Alors, député de la circonscription d'Inguendé. Dans la province de l'Équateur. Dans la province de l'Équateur. Alors, tu as commencé directement par me tutoyer. J'ai l'habitude de dire très naturellement pourquoi je tutoie certains de mes invités. Et toi, c'est parce que nous avons partagé un certain nombre de murs, de bancs, voilà, on a été à l'internat ensemble dans les endroits où nous avons été et nous nous connaissons depuis longtemps. Ouais. Alors, je vais poser un certain nombre de questions dont je connais les réponses, mais nos téléspectateurs ont peut-être besoin de mieux te connaître. Tu es député national de la circonscription d'Inguendé et tu es membre du parti PDC. Parti démocrate chrétien. Parti démocrate chrétien, voilà. Je pense qu'on a un peu circonscrit. Alors, j'ai l'habitude de commencer par le début. Tu es né où, quand, en quelle année? Si par coquetterie, tu ne veux pas nous dire ton âge, tu as la liberté de le faire. Mais dans quel cadre tu es né? Décris-nous la naissance d'Olivier Ndundo. Où, quand, comment, dans quelle famille? Je suis né dans la clinique Galema, le 12 mars 1980, ce qui me fait 37 ans aujourd'hui. Voilà, dans le Zaïre de Mobutu à l'époque. Dans le Zaïre de Mobutu, dans une famille qui faisait quoi? Qu'est-ce que ton papa faisait? Qu'est-ce que ta maman faisait? À l'époque, mon père était industriel, un industriel de l'industrie pharmaceutique. Il était représentant pour Hoechst, les Allemands, en RDC, et ma mère était mère au foyer. Ok, alors cette petite enfance, elle se passe où? Dans quel cadre? Quels souvenirs tu en gardes? Et quel petit enfant tu étais? Ce genre de questions, c'est pour comprendre la logique de l'évolution d'un homme. Hein. Qu'est-ce qui trace son évolution et son destin? Tu étais quel genre de petit enfant? La petite enfance... Assez dissipée, assurément. Non, je la passe à Kinshasa, bien sûr, avec les vacances d'été au Kivu et à Mwanda, à l'est. J'étais un enfant à l'école extrêmement turbulent, mais en même temps, je n'avais pas de mauvais résultats. Je dirais que j'avais plutôt de bons résultats à l'école primaire, mais extrêmement turbulent, extrêmement curieux, touche à tout. Qui adorait le dessin et déjà touche à tout et dissipé quand même, hein. Oui, dissipé, ouais. Déjà petit. J'aimais le grand air. Tu courais partout, tu montais aux arbres, etc. Je cassais pas mal de choses. Ouais, je faisais tout ça. Alors, tu restes au Congo, bon, puisque on l'a dit, à un moment donné, tu es parti à l'extérieur pour
parfaire ta formation. Ouais. Tu restes au Congo jusqu'à quel âge dans cette petite enfance? Je pars à 10 ans après le premier pillage. C'est déjà l'un de mes premiers chocs parce que, on va dire, on se réveille un matin pour aller à l'école. Et là, les militaires nous disent « rentrez chez vous ». Et je pense que 4 jours plus tard, je me réveille dans un internat à Braine-l'Alleud, en Belgique. Et donc, vous imaginez le petit garçon insouciant que j'étais à l'époque, ce changement d'environnement brutal. Mais bon, c'est la vie, dirons-nous. Qu'est-ce que aujourd'hui, dans la pratique politique, cet événement-là, c'est-à-dire le fait de prendre conscience de l'insécurité dans laquelle on vit et de la fragilité de notre pays, qu'est-ce qui te reste de ce moment précis? Est-ce que c'est un moment charnière ou est-ce que c'est juste un événement parmi tant d'autres? Non, c'est un événement charnière parce qu'il a été... c'est la prémisse d'un autre événement important qui est arrivé dans ma vie, c'est la paternité. J'ai aujourd'hui 2 enfants qui sont assez jeunes, 9 et 7 ans. Donc aujourd'hui, quand je vois qu'à 10 ans, j'ai dû quitter comme ça mon petit paradis quinois d'insouciance où nous avions les amis, l'hôtel Okapi et tout ce qui allait avec pour nous retrouver brutalement dans un internat entouré d'inconnus, j'ai voulu me lancer en politique pour leur offrir la capacité, la possibilité de ne pas passer par ce genre de changement brutal. Avant de parler et d'en arriver à la politique, tu arrives en Belgique, tu fais combien d'années en Belgique? Voilà, ça c'est le genre de questions, chers téléspectateurs, que je pose mais dont je connais les réponses, oui. Mais vous les découvrez tout de suite. Non, il faut préciser, moi et Jean-Pierre sommes amis depuis 25 ans aujourd'hui. Allons-y. J'arrive en Belgique à 10 ans et j'y reste jusqu'à 19, où je passe des études secondaires, un enfant. Je dirais oui, j'avais de bons résultats, mais très très dissipé. Vous savez, l'internat, l'autorité, au début ça passe difficilement, hein. Ça passe difficilement, mais... je ne pense pas que j'étais un mauvais garçon, simplement j'avais besoin de grand air et chaque année on rentrait en vacances au pays. Nos vies étaient rythmées par ces retours au Congo comme ça. Et donc voilà. Qu'est-ce que tu gardes de l'Europe? Parce qu'après tu as été en Amérique du Nord. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes de l'Europe? L'Europe, je garde l'ordre surtout. C'est ce côté un peu socialiste où tout le monde a ce sens de l'égalité. Où finalement tout le monde est privilégié, donc personne n'est privilégié. Vous êtes tous au même niveau, vous avez accès au même type d'enseignement, au même type d'école. Bon, plus tard, on comprend peut-être que ce n'est pas aussi parfait, mais en tout cas, sur ce moment-là, on se rend compte que finalement, l'égalité, c'est quelque chose de très avantageux. Donc, tu gardes la volonté très belge et française de maintenir le plus possible les gens dans des conditions qui se rapprochent et que les disparités ne soient pas grandes. Ouais. Alors après, tu vas continuer tes études au Canada. Est-ce que le Congo, quittant le Congo, aller en Belgique, c'est un choc? Est-ce que quitter la Belgique pour aller au Canada, est-ce que c'est un autre choc qui peut être comparable ou c'est pas du tout la même chose? Non, je dirais pas que c'est un choc, je dirais que c'est une révolte, en fait. Il faut replacer les choses dans leur contexte. On est en 99, l'AFDL entre en 98, mon père est incarcéré, toute cette communauté congolaise qui vit à Bruxelles, qui est un peu, on va dire, le Kinshasa du Nord, hein, il faut dire la vérité. Et je veux m'éloigner de ça, pour voir autre chose, pour qu'on ne me rappelle pas à chaque fois ce sentiment, ce désastre qu'on entend qui se passe au pays. Donc je m'exile au Canada pour commencer une nouvelle vie. Et de là, oui, c'est assez différent. C'est une société organisée, mais organisée différemment. Et puis on est assez proche des États-Unis, donc je vais souvent aux États-Unis. Donc vous savez, là, c'est vraiment la lutte pour arriver au sommet. Les gens n'ont plus ce souci d'égalité, mais plutôt d'être le plus performant possible pour avoir la vie la meilleure possible. Et donc, ça m'influence aussi beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu gardes de cette Amérique du Nord, de ce Canada? Quelles sont les valeurs qui sont désormais intrinsèques, que tu as réellement gardées en toi? Ce besoin de performance. Je pense que tous les matins, il faut se lever. Tous les matins, il faut se battre pour ramener le meilleur chez soi, pour ramener son niveau de vie, le niveau de vie de sa famille à un niveau supérieur, mais tout en conservant des liens vers ses racines, vers sa communauté. Alors, tu fais combien d'années au Canada? J'en fais 7 aussi, 99 à 2006, et je rentre en 2006.
Tu rentres en 2006 et donc quand tu rentres, bon, tu as dit que ton père, au moment de ta naissance, et d'ailleurs il est pharmacien de formation. Ouais, pharmacien de formation. Ton père a travaillé dans l'industrie pharmaceutique et après il rentre dans les entreprises publiques et puis il se lance en politique. Alors ce retour au Congo, est-ce que directement la vocation politique, le fait de vouloir se présenter à la sanction du suffrage universel, est-ce que ça te vient tout de suite? Oui, bien sûr, parce que mon père fait une entrée certes tardive en politique, mais la politique a toujours été à la maison. Il a toujours eu des amis politiciens, et vous savez, souvent vous voyez dans ces films d'animation des adultes qui parlent dans un salon, qui parlent politique, qui parlent de choses importantes, et vous avez un enfant qui est derrière le divan en train d'essayer d'écouter, de glaner le plus de détails possible. Et moi j'ai été cet enfant toute mon adolescence, toute ma jeunesse, toute mon enfance, mon adolescence, donc très vite je me suis familiarisé au langage politique, à la chose publique. J'ai eu cette vocation véritablement, au moment où mon père a été incarcéré, ce besoin de changer les choses, de revenir, remettre ce pays sur les rails d'une justice, quelque chose de plus louable, quelque chose de plus équitable pour tout le monde. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai tout lâché, je suis rentré. Et j'ai rencontré pas mal de nouveaux aspirants politiciens, de personnes qui avaient cette volonté de changement aussi, qui étaient prêts. Et toutes ces personnes se versaient dans la première élection démocratique que le pays allait organiser. C'était en 2006. Donc moi-même, dans toute ma naïveté, mais je me suis présenté comme candidat à député provincial. Et malheureusement, ça n'a pas été. Mais je ne dirais pas malheureusement parce qu'on tire quelque chose d'avantageux dans toute expérience. Je crois que vraiment le savoir, c'est l'expérience. Et j'ai appris tellement en 2006. Déjà, ça a été un retour aux sources pour moi parce que je suis retourné vers Mbandaka alors que j'ai grandi à Kinshasa. Mais ces voyages, ces occasions de rencontrer les gens, discuter avec, pouvoir m'enquérir de leurs problèmes, ça a vraiment fait évoluer ma vision de la RDC. Et donc, j'avais 26 ans, très américanisé, je suis revenu, je me suis présenté. Ça a été une défaite honorable, je vais dire. Et après ça, je me suis préparé pour les élections de 2011. J'ai changé de circonscription, c'est-à-dire que là, j'étais dans la ville où mon père avait grandi. À partir de son adolescence, je suis reparti à notre village, dans notre circonscription d'Ingende, à 197 km à l'est de Mbandaka. Si tu permets, cher Olivier, on va d'abord rester sur ta défaite. je vais lancer les éditos et puis on reviendra bien entendu parler avec un peu plus de plaisir pour toi pour parler de ta victoire en 2011, donc l'année où tu es devenu député national. Ouais. Les éditos et on revient juste après avec Olivier Ndundo, député national. L'amélioration du social, refrain politique par excellence. Ainsi, le bon sens, le moindre des bons sens voudrait que la première chose à faire avant même tout processus d'accompagnement social ou d'aide serait le maintien ou la diminution de ce que l'on appelle le panier de la ménagère. Or, nous apprenons aujourd'hui l'augmentation du prix de l'essence ainsi que d'autres produits qui devrait forcément augmenter bientôt par ricochet. Ainsi, quand nous regardons le budget présenté par le Premier ministre en juin, difficile de voir les leviers sérieux censés nous sortir de l'ornière. En bref, en fait, nous sommes vraiment pas sortis de l'auberge. Un grand cinéaste français a fait dire un jour à un de ses comédiens « Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. » Les éditos, c'était tout de suite. Alors, évidemment, je ne te demanderai pas de réagir. C'est entre moi et mon public. Et puis, je ne vais pas mettre l'invité en porte-à-faux par rapport à mon côté, disons, très, très, très sarcastique et même parfois agressif. Bon. Les éditos étant finis, on est resté sur une défaite en 2006, cher Olivier. Alors, on va continuer le chemin qui te sépare de la défaite initiale, juste à ton retour, aux élections provinciales, jusqu'à la victoire en 2011. Alors, tu te prépares à ça pendant 5 ans ? 5 ans, oui. Comment est-ce qu'on peut qualifier ces 5 ans ? C'est une initiation ? C'est une préparation ?
c'est une formation, c'est quoi? Non, c'est un vrai processus. C'est une formation, je pense. Parce que les 5 ans, il faut d'abord... D'ailleurs, peut-être, avant que tu développes, peut-être que c'est un bien d'avoir perdu en arrivant. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il le fallait. C'était une défaite honorable, mais nécessaire. Parce qu'il fallait apprendre à respecter le suffrage, à respecter l'onction populaire. Vous savez, en 2011, gagner, la population d'Inguéné m'a fait le plus grand honneur qu'on puisse faire à un homme. Être choisi, et il fallait mériter cette confiance. Et donc, à partir de 2006, vous perdez, vous encaissez, vous trouvez ça injuste, et puis vous comprenez que finalement, vous n'y avez pas donné peut-être assez de moyens, vous n'avez pas mis votre cœur dedans, vous n'avez pas pris le temps de les comprendre, de les entendre, gagner leur confiance. Donc, avec ça, ça m'a permis de retourner, changement de circonscription, changement de cadre. On est vraiment dans la forêt équatoriale. C'est un site qui est magnifique, mais il fallait rencontrer ces gens, il fallait comprendre d'où je venais, il fallait comprendre, leur expliquer pourquoi moi. Et avec ça, ça a été un voyage, une initiation formidable. Et la préparation de cette campagne, c'est quoi? Ça veut dire, tu savais déjà, a fortiori, dans quelle circonscription tu allais te présenter, mais ça veut dire être en contact avec ces populations, essayer de réellement leur parler, etc. Parce que on voit le rapport que des gens qui n'ont pas fait longtemps à l'extérieur ont avec leur fief. Ouais. Bon, j'ai l'habitude de dire les choses telles que je les pense. La manière dont les choses sont découpées et sont faites ici au Congo, avec quand même cet aspect pas mal clientéliste dans la manière dont on approche les populations locales qui sont coupées de tout, qui n'ont rien. Moi, je voudrais que tu me dises comment est-ce que tu vis la relation que tu as avec ces gens-là, que tu connaissais assez peu, en fait, avant de revenir de l'étranger. Non, mais au fait, je pense que beaucoup de gens se font une caricature de ce qui se passe. Vous êtes dans un milieu qui est déjà extrêmement pauvre, dont vous avez entendu parler, parce que vous avez les histoires de vos parents, vous avez les histoires des gens, donc vous y arrivez avec beaucoup d'appréhension. Je dirais même beaucoup de crainte. Je pense que j'étais très craintif. Et finalement, vous comprenez que votre arme, votre passeport pour être accueilli, pour rencontrer les gens, c'est ça. Serrer la main. Et donc pendant 5 ans, j'ai serré la main de tout le monde. À la Chirac. Oui, à la Chirac. Parce que finalement, c'est les paluches les plus, les plus ardentes de l'histoire de la politique. Mais oui, mais c'est ça en fait finalement la politique. Serrer la main de quelqu'un, c'est-à-dire que vous arrivez chez quelqu'un, vous le saluez, et vous lui demandez comment ça va. Et à partir de là, vous discutez, c'était de les comprendre. Savoir de quoi avez-vous besoin. Parce que beaucoup de gens pensent que, voilà, ils sont dans la forêt, ils ont besoin de rien. Ils sont heureux avec, non. Et à partir de là, vous vivez avec eux. Et là, petit à petit, vous prenez conscience qu'ils méritent plus. Moi, j'ai grandi privilégié, mais je viens de là. Maintenant, de quelle manière est-ce que je peux m'inscrire dans un processus pour redonner quelque chose, retourner quelque chose vers la communauté? Et là, finalement, de fil en aiguille, on a monté une radio communautaire, on a monté quelques projets de développement, lancé une ONG, et puis voilà. Et puis les choses se sont faites de fil en aiguille. Et je pense que je suis l'un des seuls... Non, je pense que j'avais gagné. Je savais que je gagnerais même avant, parce que je ne voyais pas ça comme une victoire, en fait. Je voyais ça comme une mission. Et j'étais mandaté pour moi, avant même d'arriver à la campagne électorale, à tout ce qui allait avec. Parce que vous pouvez aller distribuer des millions. Mais si vous n'avez pas un message, si vous n'avez pas un projet, et non, je sais, on se connaît, mais il n'y a pas un projet, mais ça ne marchera pas. Je ne suis pas certain, cher Olivier, qu'au Congo, les millions soient supplantés par le projet, dans l'état actuel des choses. Mais enfin, bon, c'est une vision qui est la tienne, et ce serait grave ce serait grave. C'est très difficile que tu défendes le contraire de là d'où tu parles. Mais enfin, bon, on continue ces 5 ans de formation. Ouais. 5 ans où tu fais connaissance avec ces gens. On arrive à 2011, tu gagnes l'élection, tu es élu député, et tu es dans la majorité présidentielle. Alors, on va essayer de la faire courte sur cette période, parce que l'intérêt, c'est l'actualité, donc on va en arriver à l'actualité. Quand est-ce que, au-delà de la
comment dirais-je, de la position officielle de ton parti, du PDC, et de cette fameuse lettre écrite par les 7 présidents. Ils étaient 7, c'est ça? Il y a eu plusieurs lettres. Il y a eu plusieurs lettres. Il y a eu plusieurs lettres. Une qui a vraiment... Cet acte fondateur de la scission, si tu veux, pour former le rassemblement, quand est-ce que toi, personnellement, tu comprends que votre intérêt, ou ton intérêt en tant que député, c'est de te séparer de cette majorité? À quel moment et qu'est-ce qui te fait comprendre ça, toi, personnellement? Non, en fait, je suis entré dans la majorité avec, on va dire, beaucoup de naïveté, en pensant que finalement, il y avait eu un quinquennat déjà, les choses s'étaient passées, pas terribles, peut-être que le deuxième quinquennat, quand même, on essaierait de faire mieux. Et donc, vous arrivez là, j'ai 31 ans quand je suis élu. Au début, le temps de comprendre et le temps d'essayer, le temps de voir à gauche, à droite, en interne, comment est-ce qu'on peut peut-être modifier. Puis vous comprenez qu'au fait, vous êtes un grain de sable dans un système qui va tourner et que vous allez être broyé finalement. Vous n'allez rien sortir, il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Vous allez perdre votre innocence et votre crédibilité. Et à partir de là, tout est fait pour sortir de là. Et une fois qu'on arrive à l'opportunité où un groupe de gens au sein de la majorité même se disent, même si on a participé à ce désastre, mais au moins on a un système, on a une constitution qui est là. Et ce qui est important, c'est de pouvoir la respecter. Parce que, vous savez, l'alternance peut tout changer. Aux États-Unis, vous avez 45 présidents, le 46e est là. Mais si on vous demande d'en citer 10, vous ne pourrez pas. Pourquoi? Parce que... Si, moi je peux. En citer 10, vas-y, continue. Il n'y arriverait pas. Vas-y, continue. Mais la plupart des gens n'y arriveront pas, sauf bien sûr Jean-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu que des grands présidents. Il n'y a pas eu que des présidents qui ont assuré, qui ont mené le changement, qui ont vraiment rendu hommage à cette fonction. Et donc, à partir de là, l'alternance nous permettait peut-être, même si le suivant n'est pas terrible, mais ça donne une chance à la population de choisir un nouveau dirigeant qui va peut-être plus tenir compte de ses aspirations. Donc pour nous, c'était important de revenir à l'essentiel. Revenons-en à la naïveté, cher Olivier Ndundo. On peut te l'accorder à ton jeune âge, tu es élu, tu as 31 ans, tu rentres dans une majorité et on peut te faire le crédit par l'âge de la naïveté. Est-ce que un parti comme le PDC, avec José Ndundo, avec Ngoulou, hein? Non, pas Ngoulou. Pas Ngoulou. Ngunda. Le président s'appelle Denis Ngunda. Ngunda, excuse-moi. Avec Ngunda, avec des politiciens qui sont chevronnés, est-ce que on peut dire que eux, ils rentrent dans la majorité en 2006, ils persistent et ils re-signent en 2011 en étant naïfs? Est-ce que c'est possible d'imaginer ça? Non, je ne pense pas, mais je pense que sur le coup de l'alternance, je pense qu'on y a tous cru. Je pense que nous tous, on a cru que les choses se passeraient quand même. Je pense qu'on y a tous cru. Bon, je te prends au mot. Je ne suis pas très convaincu de la naïveté de gens qui ont parcouru la scène politique congolaise pendant plus de 20 ans. Mais partons du principe que c'est de la naïveté. Bon, partons du principe. Je te laisse. Mais moi, je parle à titre personnel. Oui, tu parles à titre personnel, c'est vrai, mais voilà. Tu réponds à une certaine logique de parti. Je suis dans un parti, mais il ne faut pas non plus me considérer comme l'appendice politique. L'appendice politique du parti, donc on va essayer de te personnaliser. J'ai mes prises de position personnelles. Le rassemblement aujourd'hui constitue une engeance qui a essayé de peser dans la trame politique que nous connaissons aujourd'hui. Qui pèse. J'en viens. Qui a essayé. Tu me diras peut-être qui pèse, mais tu as essayé. Qu'est-ce que, aujourd'hui, alors que le gouvernement Tshibala est en place, alors que le président du Conseil des sages s'appelle Olenga Nkoy, que tu ne reconnais pas forcément, je suppose, qu'est-ce qui, aujourd'hui,
représente le rassemblement dont tu fais partie, quel bilan tu tires de cette année et demie? Assez rapidement, parce que, bien entendu, le temps n'est pas notre ami et nous terminons bientôt. Non, quel bilan? Je pense qu'on a... Écoutez, le rassemblement, c'est feu Félix Tshisekedi. Moi, je me rappelle, l'année passée, Étienne Tshisekedi revenant à Kinshasa, accueilli par des millions de Kinois, qui, avant l'annonce de ce retour, étaient encore désespérés. Mais le fait que cet homme est revenu, le retour de cet homme a suscité un tel espoir et créé une telle mobilisation qu'on a senti le régime un peu vaciller. Maintenant, l'approche en termes de stratégie, en termes de bien sûr, vous savez, c'était quand même un mélange assez hétérogène, le rassemblement. Parce qu'on a quand même, je ne te cache pas qu'on a quand même l'impression d'un certain nombre de camouflets, quand même. Je n'appellerais pas ça camouflet. Je pense que ce sont peut-être des batailles, et je ne dirais pas perdues, mais ce qui est important, c'est la fin. Et le rassemblement est là pour apporter de l'alternance. Parce qu'aujourd'hui, même si on veut... Voilà, la bonne volonté d'un homme a fait qu'il a offert aux Congolais ou aux Quinois l'enrôlement. Mais non, c'est parce qu'il y a eu des pressions, c'est parce que les jeunes Congolais se sont mobilisés, c'est parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des manifestations. Donc aujourd'hui, venir expliquer que c'est un arrangement, non. Si aujourd'hui le rassemblement est dans cet état-là, si aujourd'hui ce ne sont pas ceux qui l'ont vraiment commencé, qui sont là pour emmener le pays aux élections, c'est parce que, justement, le pouvoir ne veut pas de ces élections. Et aujourd'hui, certains ont émergé, certains ont pris leur route. Écoutez, on verra. Mais je pense que nous restons mobilisés. Tu crois à ces élections dans les délais qui sont prévus, avec tous les backups qui ont été annotés? Non, non. Je crois que ceux qui ont annoncé ces élections dans ces délais-là y croyaient, le voulaient et l'auraient fait. Mais je pense que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas ces gens-là, n'ont pas les mêmes intentions. Donc à partir de là, je pense qu'il est facile de constater qu'il n'y aura pas ces élections. Eh bien, on va terminer sur cette note très pessimiste. Bon, en tout cas, le temps qui nous est imparti est terminé. Ça a été un plaisir. Un plaisir, Jean-Pierre. Et ça a été un honneur d'être une première fois pour toi, parce que c'est la première fois que tu passes sur une chaîne nationale. Non, c'est la première fois. La radio, tu maîtrises, mais pas encore la télé. Mais en tout cas, tu t'es bien débrouillé. Merci. C'est ça qui est important. En tout cas, mieux que ce que je ne pensais. Ça a été un plaisir de te recevoir, cher Olivier. Merci d'être venu. Merci Jean-Pierre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Passez une très bonne soirée. À très bientôt. Bye bye. Ouais.